même si vous êtes des jumeaux parfaits, à cause de ce mosaïcisme qui s'installe au cours du développement, mais aussi chez l'adulte dans ce cas-là, avec le temps, vous cessez d'être des jumeaux parfaits, hein, parce que vous introduisez du mosaïcisme dans votre système nerveux. Et donc ça va m'amener, pendant les 10 minutes qui restent, on fera presque 2 heures, à des questions qui ont à voir, évidemment, avec les pathologies, parce que petit à petit, bien entendu, nous entrons dans le vif du sujet. Le préliminaire était un peu long, mais bon, ça vaut le coup quand même de remettre les choses dans le contexte historique de pourquoi on s'intéresse à ces questions, parce que c'est vraiment une question d'individuation et d'évolution, et aussi de santé et de maladie, bien entendu. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est encore un papier de Gage, parce que c'est un garçon qui a de la suite dans les idées, d'accord? Et qui a à voir avec des pathologies psychiatriques qui ont un problème, qui sont liés à des événements désagréables qui se produisent au cours de la vie des jeunes gens et des jeunes femmes, des jeunes garçons, des jeunes filles, des enfants, voilà. C'est un papier qui vient d'être publié là, dans la revue Science en 2018 et qui étudie et qui lit, si vous voulez, ce qu'on appelle le stress postnatal précoce avec la rétrotransposition au niveau de l'hippocampe. Donc c'est une équipe intéressante. Ils ont développé une technologie de séquençage qui permet de mesurer le nombre de L1, de lines, hein, de copies de lines dans l'ADN génomique. C'est assez compliqué, hein, mais au niveau de... on peut faire de la séquençage sur une seule cellule et voir dans chaque cellule combien il y a de copies de lines. Okay. Donc que ces copies soient complètes ou que ces copies soient tronquées, ça n'a pas d'importance. Comme je vous l'ai dit, c'est 17% du génome, il y en a 3000 capables de sauter la souris, 100 chez les humains, mais il y en a qui sont tronqués et ils sautent, mais ils ne sont pas complètement resynthétisés. Donc, mais il faut voir s'il y a un nouveau. Ce n'est pas parce qu'ils sont tronqués qu'ils ne sont pas nouveaux. C'est simplement que la reverse transcriptase n'est pas allée jusqu'au bout du chemin quand elle a fait de l'ADN à partir de l'ARN. Elle s'est arrêtée à temps. Avant. Il y a temps peut-être aussi d'ailleurs. Donc chez les rongeurs, les soins maternels sont variables. Enfin chez les humains, il n'y a que de bonnes mères. Mais chez les souris, c'est complètement différent. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment des souris qui se fichent complètement de leurs petits et des souris qui les lèchent tout le temps. Bon, il faut aimer. Mais, donc c'est variable en tout cas. Et ça influe sur le développement du système nerveux. Et sur le comportement des petits, une fois qu'ils sont devenus adultes. Hein. Donc ce sont des conséquences à très long terme d'un stress postnatal de courte durée. Et ça veut dire qu'il y a une modification, probablement, très probablement, une modification épigénétique stable qui est induite par le stress. Donc les auteurs ont suivi le comportement des mères vis-à-vis de leurs petits, léchage, toilettage, enfin tout ça, pendant les 2 semaines qui suivent la naissance. Hein, et ça, vous allez voir, c'est assez rigolo parce que même les bonnes mères, high maternal care, d'accord, de 0 jour à 2 semaines, bon, il y a un moment quand même, elles se lassent un peu. Hein. Vous voyez, le gris là, c'est les méchantes. C'est-à-dire celles qui se préfèrent à leurs petits, self-directed behavior. Okay. Donc vous voyez que même celle-là, ça bête, mais enfin, quand même, reste, il y a 80% des femelles, des mères qui continuent à s'occuper de leurs petits. Mais chez les mauvaises mères, ça baisse plus vite quand même. Hein. Donc les mauvaises mères, c'est vite dit. Hein. Il y a de la résilience hein, chez les petits. Il y en a qui subissent ça et qui sont très bien au bout du compte, peut-être même mieux que ceux qui ont été gâtés. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est une distribution gaussienne, hein, et donc on peut voir que ça dévarie. Et donc on peut regarder, si vous voulez, la corrélation entre le comportement de la mère sur le petit et le nombre d'incorporations de lines dans le génome. Est-ce que le fait d'avoir eu un stress, parce qu'on n'a pas été aimé par sa maman,
ça va induire de l'incorporation de Lines. Ça, c'est assez rigolo quand même, parce que oui, la réponse est oui. Donc alors, ils ont regardé, voilà le Line, je vous ai dit, il y a un 5' UTR, ORF1, rappelez, ORF2, reverse transcriptase et nucléase, et le 3' UTR, puis le poly-A. Donc ça, c'est un morceau de gène classique. Hein. Et donc, ils ont été malins quand même, parce qu'ils ont suivi toutes les régions. C'est-à-dire qu'ils ont regardé toutes les régions, savoir si le truc était incorporé en entier. Et pour ça, ils ont regardé ça, ça, ça et ça. Donc vous voyez un code couleur, bleu, mauve, rose et vert. Hein. Et vous voyez qu'il y a une assez bonne corrélation entre le comportement maternel, plus la mère lèche les petits, ou les caresse, les gratouille sur la tête, tout ce que vous voulez, et moins il y a de transposition. Donc en fait, dans cette histoire-là, il y a un lien entre... et ça se passe que dans les neurones. On peut séparer par fax les noyaux des neurones avec un marqueur neuronal, et on se rend compte que ça se passe que dans les neurones. Vous voyez que ici, c'est la différence en prenant juste le 3' UTR en vert, la différence high maternal care, low maternal care, et vous voyez que c'est que, on voit une différence que dans les cellules, dans les noyaux, enfin les cellules qui expriment une haine, les noyaux qui expriment une haine, donc des noyaux neuronaux. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que cette corrélation qui est observée dans l'hippocampe, là où il y a la neurogénèse en particulier, mais moi je crois que ça n'a rien à voir avec la neurogénèse, d'accord? Donc ça c'est une autre affaire. Mais eux, Rusty, comme ils pensent que la neurogénèse s'accompagne d'activité des retranspositions, lui il pense que ça va avec la neurogénèse. Donc il est allé regarder dans le cortex frontal et dans le cœur, parce que bon, après tout, le cœur c'est aussi important pour l'amour, donc maternel. Donc il ne se passe rien dans le cœur, il ne se passe rien dans le cortex. Donc c'est tout dans l'hippocampe pour l'instant. Il ne se passe rien dans le cortex frontal non plus. Donc il n'y a pas de modification. Mais ça c'est très important, vous le verrez, on en discutera un petit peu plus tard. Il ne se passe rien dans le cortex frontal. Et que dans les neurones. Et aussi, une chose qui est intéressante, c'est que la seule famille affectée, c'est la famille des lines. Vous n'observez aucune différence avec les signes, en tout cas le sign B1, sign B2, ou avec les IAP, qui est une classe de rétrovirus endogène. Donc, alors c'est étonnant que les cellules de l'hippocampe qui soient concernées quand même. Et moi, j'étais étonné de voir qu'il ne se passait rien au niveau du cortex préfrontal, et même un petit peu déçu. Alors là, en l'occurrence, c'était un peu caché. Mais lui aussi, il va être déçu, vous allez voir. Rusty. L'explication qui est donnée, c'est que, par Rusty, c'est que l'hippocampe est encore en division active à cet âge-là. En fait, même chez Sapiens, il serait en division active, parce que c'est des tout petits quand même. Enfin, tout petits. 14 jours chez une souris, c'est... Je sais pas, on ne peut pas faire de correspondance entre la souris et l'humain, mais disons que ça serait 7-8 ans chez un humain, un truc comme ça. Et donc, il est possible, il est même probable, pour lui, que la division favorise la rétrotransposition. Et donc, si on le voit dans l'hippocampe, parce que dans l'hippocampe, à cet âge-là, il y a encore de la neurogénèse. Mais en fait, ce n'est pas une nécessité absolue, ça a été démontré chez la drosophile, ça a été aussi démontré chez la souris, j'y reviendrai. Donc, il a voulu aller plus avant dans le lien entre soins maternels et rétrotransposition, et ils ont développé une autre approche qui est assez amusante, qui consiste maintenant à séparer les petits des mères. Ça, c'est vache. 3 heures par jour. Donc, vous prenez les petits, et vous séparez des mères 3 heures par jour. Alors, le protocole, qu'est-ce que ça induit? Ça induit une compensation de la mère. Quand on lui met le petit, alors elle se précipite dessus, elle le lèche, elle machin. T'as fait bon voyage, vous voyez tout. Vous connaissez tout ça, quoi. Bonjour, comment tu vas? T'as fait bon voyage, tout ça. Donc elle se précipite sur le môme. Et alors là, il y a du soin maternel, en veux-tu, en voilà. Et c'est ce qui est fait ici. Et du coup, toutes les mères deviennent des bonnes mères. Vous voyez? Là, il y avait des mauvaises et des bonnes, et maintenant tout le monde est bon. Donc, c'est quand même un drôle de truc, ça. Donc, il suffit de séparer les petits des mères pour que toutes les mauvaises mères deviennent des bonnes mères. Donc, ça, ce n'est pas un message que j'envoie
mais c'est quand même pas inintéressant. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, on regarde aussi la rétrotransposition, et puis ils ont fait des doubles marquages entre un marqueur qui s'appelle proxin, etc. Donc, ils regardaient s'il y avait de la prolifération. Et vous allez voir un tout petit peu ce qui se passe. Donc, ici, par exemple, vous avez, alors il ne faut pas que je me gourre là, hein, vous avez l'expression des lines. Donc vous aviez les mauvaises mères. Hein. Vous voyez qu'à 7 jours et encore à 21 jours, les mauvaises mères voient une expression des lines. Et là, c'est les 4 régions étudiées, qui est plus forte que dans les bonnes mères. Mais si les mauvaises mères sont séparées des petits 3 heures par jour, elles redeviennent bonnes. Vous voyez? Paf, elle redevient comme une bonne mère. Donc, le fait, effectivement, il y a un lien très fort entre le soin apporté aux petits et l'incorporation, l'activité des rétrotranspositions dans le génome des petits. Le problème pour mon ami Rossi, c'est que ça n'a rien à voir avec la neurogénèse, parce qu'il a été regardé, s'il y avait, il a regardé l'incorporation de BRDU, en fait de EDU, mais ce n'est pas grave, et un double marquage avec proxin, qui est un marqueur des cellules des grains dans l'hippocampe. Il a injecté le marqueur de prolifération entre P0 et P7. Il a faxé les neurones avec proxin, et que dalle, le niveau de soins maternels ne modifie pas la neurogénèse. Donc, il n'y a pas de lien apparemment entre l'amour maternel et la neurogénèse, mais il y a un lien entre l'amour maternel et l'activité et l'instabilité du génome. Donc ça, c'est quand même assez fascinant, parce que ce qui est fascinant surtout, si vous voulez bien, c'est que c'est un effet à très long terme. Parce que maintenant, vous prenez un de ces petits qui a été soumis à cette difficulté postnatale, mais qui est devenu grand. Hein, ben, il ne va pas bien, quoi. Il est déprimé. Vous le faites subir un test de défaite sociale, vous le mettez devant un mâle dominant, par exemple, prenez un jeune mâle que sa maman n'a pas léché suffisamment. Venu grand, vous le mettez devant un costaud, vous savez, le mec qui joue au foot au lycée, champion de l'équipe de foot, un truc dans ce genre-là. Défaite sociale, parce que lui, il ne s'est pas tapé dans un ballon. Il saurait, mais bon, voilà, quoi. Il est un peu inhibé. Donc, défaite sociale, une défaite sociale, 2 défaites sociales, 3 défaites sociales. Il n'aime plus l'eau sucrée. Il n'a plus goût à rien, quoi. Donc, dépression. Mais c'est quand même 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois après avoir été pas léché, mal léché. Donc, ça veut dire que ça s'est inscrit quelque part. Et ça, c'est ça qui est super intéressant. C'est-à-dire que le phénotype dépressif a été créé chez le jeune, a été inscrit définitivement dans son génome. Et ça veut dire évidemment qu'il y a ce qu'on appelle des modifications épigénétiques.